Alors, Christophe Boutin nous rejoint dans un instant, le temps qu'il se connecte à notre studio, chers auditeurs. Et si nous allons parler de François Bayrou, c'est parce que après cette annonce de se confronter, de se soumettre au vote de confiance qui aura lieu le 8 septembre, eh bien, François Bayrou a, dans la foulée, choisi de se manifester plus que jamais dans la presse. Alors, on s'interroge, ce qui semblait être un suicide politique est désormais assez contradictoire avec le comportement de François Bayrou qui multiplie les apparitions, les prises de position qui par ailleurs malgré tout restent assez décevantes pour la plupart des personnalités politiques et des partis. Mais bon, nous allons discuter donc de ce paradoxe avec Christophe Boutin. À quoi joue Bayrou? Bonjour Christophe Boutin, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors les auditeurs vous connaissent, mais comme nous reprenons une nouvelle saison, nous allons vous représenter. Vous êtes politologue, docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'université de Caen, et vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment 3 dictionnaires coécrits avec Olivier Dard et Frédéric Rouvilot aux éditions du CERF, le dictionnaire du conservatisme, le dictionnaire des populismes et le dictionnaire du progressisme. Voilà, chers auditeurs, si vous manquez de lecture. Merci donc d'être avec nous, Christophe Boutin. On va s'interroger à quoi joue Bayrou, mais dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse donc de son annonce il y a maintenant un peu plus d'une semaine sur sa volonté de se confronter à un vote de confiance le 8 septembre prochain? Écoutez, je crois que François Bayrou, hier, dans la déclaration qu'il a faite devant les chaînes d'infos en continu, a précisé un peu les éléments de ce qu'il avait voulu faire avec ce vote de confiance. Je crois qu'il a, et on le voit avec la dramatisation qu'il utilise maintenant depuis le début, hein, cette idée un petit peu moi ou le chaos, il a voulu essayer d'élargir sa majorité ou en tout cas d'affaiblir les oppositions que l'on voyait naître au sujet de son projet de budget. Projet de budget dont il nous disait qu'il était négociable, mais les négociations ne commençaient pas véritablement. Et ce qu'a voulu faire François Bayrou ici, c'est, il l'a dit hier soir, essayer d'obtenir au moins un accord, non pas sur les solutions, mais un accord sur le diagnostic, diagnostic qui est l'état catastrophique des finances françaises, le poids de la dette, un diagnostic sur lequel, effectivement, je crois qu'il y a très peu de personnes qui seraient en désaccord. Donc, son idée est de la suivante. Je demande un vote de confiance sur le diagnostic, sur la situation de crise majeure dans laquelle on est, pas sur le budget. Et une fois que j'ai obtenu la confiance sur le diagnostic, eh bien, on revient à la table des négociations sur, d'une part, la base budgétaire que j'ai présentée, mais avec des éléments négociables. Et il est encore revenu hier soir sur les éléments qui étaient des éléments de négociation possibles, aussi bien d'ailleurs avec la droite qu'avec la gauche. On négocie et on arrive à un budget, mais avec cette idée majeure qu'il va falloir à un moment couper dans les dépenses, même si les économistes ici sont très dubitatifs sur la manière dont François Bayrou coupe sur les dépenses. Donc voilà, mettre les oppositions, je dirais, en face d'un risque, moi ou le chaos, et tenter d'appeler les Français à l'aide. Car derrière, il est encore revenu hier sur cette idée qu'il fallait que les Français prennent conscience du problème. Très sincèrement, je crois qu'il suffit pour chaque Français de voir ce qui lui reste à la fin du mois pour prendre conscience du problème majeur dans lequel sont nos finances publiques, ou d'essayer, le pauvre malheureux, d'avoir affaire à des services publics qui sont en pleine déliquescence, Mm. pour comprendre, y compris les services régaliens les plus essentiels, pour comprendre effectivement qu'il y a quand même un léger problème. Alors, François Bayrou le savait en acceptant ce poste, puisqu'on se souvient de la difficulté qu'a eu Emmanuel Macron à trouver un Premier ministre. La tâche qu'il attendait était ardue. C'est quelques mois après qu'il nous explique: c'est bon, on a compris qu'il y avait un problème, accordons-nous sur l'idée qu'il y a un problème. Et tout le monde pensait que donc, sa décision de se soumettre à ce vote de confiance serait un suicide politique. L'issue et selon certains analystes, quasiment déjà joué avec donc un François Bayrou qui sera obligé de se retirer. Ce que vous nous expliquez, Christophe Boutin, c'est que finalement, il est en train de mettre une stratégie pour pouvoir au contraire rester dans la place. Ah mais absolument, sa stratégie est bien une stratégie pour rester dans la place, en essayant, encore une fois, de prendre les Français à témoin, la version moi ou le chaos, un peu ce qu'on entend avec ses ministres. Je veux dire, si le gouvernement tombe, demain, une
pluie de sauterelles s'abattra sur la France, tous les premiers-nés mourront, la Seine d'Anne Hidalgo ne sera plus baignable, ce qui sera l'horreur parce qu'elle charriera des fleuves de sang. Mais voilà, la réalité, effectivement, la réalité financière, on la connaît, elle est particulièrement difficile pour le pays. Encore une fois, il n'y a pas ici autre chose qu'un consensus sur le sujet. C'est les modalités de faire face à cela qui posent un problème. François Bayrou a choisi, hein, rappelons-le quand même, de prendre la place de Premier ministre. On rappellera qu'il a fait une très forte pression sur le président de la République pour l'obtenir. Depuis le temps qu'il nous expliquait, commissaire au plan, ou depuis des années qu'il nous expliquait qu'il avait dans sa musette de quoi révolutionner la France, on attend. Les éléments qu'il a préconisés hier sont des éléments aussi de réforme. Il a rappelé 2 réformes qui lui semblent importantes: la réorganisation des services de l'État pour trouver des économies, et puis pour éviter le maintien de la situation actuelle avec cette division ternaire au sein de l'Assemblée nationale, le changement du mode de scrutin. Est-ce que cela suffira, ces 2 éléments, à convaincre les oppositions à, alors non pas lui accorder la confiance? Je crois que ici il faut bien rappeler très très brièvement les choses, hein. Lorsqu'on engage sa confiance, petit 1, il peut y avoir ou pas dépôt d'une motion de censure. Là, il y aura dépôt d'une motion de censure, c'est bien évidemment. Mais ensuite, la question se pose du vote et des modalités de vote de la motion de censure. Et rappelons ici à vos auditeurs qu'on ne prend en compte d'abord qu'il faut la majorité sur tous les députés inscrits, qu'ils soient présents ou pas, ne change rien. Et ensuite, que l'on ne prend en compte que les votes favorables à la motion de censure. Pour être très clair, ceux qui sont absents parce que, oh mon Dieu, c'est bête, j'ai raté mon train, mon taxi n'a pas pu arriver à temps, ou ainsi de suite, et ceux qui s'abstiennent, dans ce cas-là, ne votent pas la confiance, c'est certain, mais se retrouvent quand même favorables au maintien en place du gouvernement. Et c'est sur cette tête d'épingle ou ce trou de souris que joue un petit peu actuellement François Bayrou. Hmm. Quand vous nous dites que François Bayrou, dans sa tête, imagine que aujourd'hui, il est en train de présenter une situation dans laquelle il faut le choisir lui ou bien choisir le chaos, est-ce qu'en réalité, pour les Français et même pour certains de nos élus politiques, choisir Bayrou, ce n'est pas ça justement le chaos? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'analyse, en tout cas de la façon dont les gens perçoivent la situation de la part de François Bayrou? Ça, c'est une excellente question. Il y a aussi une question sur la manière dont actuellement les médias rendent compte de la crise. Pour habiter, si vous voulez, dans la France périphérique, voire la France très très périphérique, et pour en discuter avec des gens qui ont pu passer des vacances, ce que leur reproche François Bayrou, hein, dans la France périphérique, j'ai pas l'impression véritablement que les gens vibrent sur la question du soutien ou non à François Bayrou. Qu'ils aient acté ou pas le départ de François Bayrou, je me permets l'expression, mais je crois qu'ils s'en fichent complètement. Comme ils se fichent d'ailleurs un petit peu de savoir qui remplacera François Bayrou, tant est grand le discrédit qui frappe actuellement la plus grande part de la classe politique française. Oui, en réalité, je pense que la plupart des Français regardent, en direction de l'Élysée et attendent surtout la chute, d'Emmanuel Macron, en s'imaginant que c'est lui qui emportera avec lui, tout, ce système et donc François Bayrou et ses collègues, avec lui. Est-ce que, aujourd'hui, vous imaginez une situation dans laquelle Emmanuel Macron parviendrait à se maintenir? On a énormément entendu parler de cet article 16 avec, l'approche, des manifestations, du 10 septembre qui pourrait créer une situation enflammable dans le pays. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait en profiter? Est-ce que d'ailleurs François Bayrou a intégré cette éventualité-là dans sa stratégie politique? Je ne le pense pas. Je pense François Bayrou, trop soucieux de la légalité républicaine, et trop manœuvrier, je dirais, dans les différents éléments constitutionnels, dans les différents éléments de politique partisane, pour pousser le président de la République à la mise en œuvre de l'article 16, alors que les conditions ne semblent pas réunies, ou tout au moins cela soulèverait un débat très très important sur la réunion ou pas des conditions de mise en œuvre de l'article 16. Rappelons que l'article 16 a été mis en œuvre une seule fois sous la Ve République par le général de Gaulle face au putsch des généraux en Algérie. Nous n'en sommes pas tout à fait dans le même cas de figure. On ne voit pas ici pourquoi Emmanuel Macron prendrait les pleins pouvoirs accordés par l'article 16.
Voilà, je ne crois pas beaucoup à l'article 16 en la matière. Je ne crois pas non plus à l'hypothèse que soulève Jean-Luc Mélenchon, qui est qu'en faisant tomber l'un après l'autre tous les premiers ministres présentés par Emmanuel Macron, celui-ci finirait par quitter la scène politique et quitter l'Élysée. Il l'a dit encore, si tant est que l'on puisse croire la parole d'Emmanuel Macron, ça c'est autre chose, mais il a dit encore récemment qu'il comptait bien rester en place jusqu'au dernier quart d'heure. Mmh. François Bayrou, on l'a dit, a multiplié les apparitions dans la presse et lorsqu'on regarde les titres, ça ne parle que de déception, ce sont des mots assez aigres. Est-ce que cette presse-là représente réellement les performances de François Bayrou ou est-ce qu'au contraire, selon vous, il joue plutôt finement ses apparitions médiatiques? Plutôt finement, ça dépend ce que vous entendez par plutôt finement. Il joue un petit peu actuellement sur la grosse caisse, encore une fois, de moi ou le chaos, hein, de ce côté-là. N'oublions pas que le régime macronien est un régime auquel appartient François Bayrou, qui a soutenu Emmanuel Macron dès l'arrivée au pouvoir de ce dernier, et qui lui a même peut-être, dit-il, permis d'arriver au pouvoir. Le pouvoir d'Emmanuel Macron joue essentiellement sur les peurs. C'est-à-dire que c'est le fascisme ou c'est moi, ou vous votez pour moi. Si vous ne votez pas pour moi, ça sera, et vous ne me laissez pas tirer sur les manifestants pacifiques, eh bien, à l'époque des Gilets jaunes, eh bien, ça sera le désordre partout. Si vous ne me laissez pas vous enfermer, vous allez tous mourir dans notre souffrance à l'époque du Covid. Si vous ne me laissez pas lutter contre l'ogre qui est à nos portes, demain les chars russes défileront sous les Champs-Élysées. Donc voilà, on connaît l'antienne, je dirais, macroniste, qui fonctionne quasiment intégralement sur les peurs pour essayer de fédérer derrière lui un vote qui est un vote, faut bien dire, très, très âgé, hein. Mmh. Voilà, c'est clair et net en la matière. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de changement chez François Bayrou par rapport à cette ligne, encore une fois, moi ou le chaos, qu'on retrouve pleinement dans les interventions qu'il a données. Pour autant, au-delà, effectivement, on ne peut pas reprocher un immobilisme total à François Bayrou, même si on ne peut pas parler d'un réformisme tous azimuts, c'est le moins qu'on puisse dire. François Bayrou, ici, a tenté ou tente encore de proposer des éléments de solution avec son projet de budget. Vous avez parlé de ce vote assez âgé. François Bayrou s'est fait remarquer lors de son dernier entretien télévisé en expliquant, en pointant du doigt le rôle, la responsabilité de cette génération qu'on appelle la génération des boomers, et c'est le mot qu'il a employé, dans la situation économique de la France. Il les a d'ailleurs mis en opposition face à cette jeunesse qui craint ne jamais avoir de retraite après s'être saignée justement pour pouvoir assurer celle de cette génération. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position qui a surpris, voire a un peu choqué, je pense, certaines personnes? Alors d'abord, je pense que François Bayrou a fait, mais c'est normal, il est très âgé, a fait une petite erreur de temps. Je suis personnellement boomer, donc je me sens particulièrement visé par cela. Je rappellerai que les boomers, statistiquement, c'est les gens qui sont nés entre 46 et 66. Donc effectivement, ils sont nés pendant les 30 Glorieuses. Ils sont nés pendant les 30 Glorieuses. Ils étaient enfants pendant les 30 Glorieuses. Et ils ont statistiquement, à partir du moment où ils commençaient à travailler, mettons à 20 ans, 46, 66, ça fait commencer à travailler entre 66, hein, juste avant 68, et 86. Or, on n'était plus dans les 30 Glorieuses depuis, allez, 1974, où le spectre du chômage agite la France depuis le début des années 70. Donc, il est faux de dire qu'ils étaient dans une situation, ces gens qui sont arrivés sur le marché du travail à cette époque-là, il est faux de dire qu'ils étaient dans une situation rêvée et merveilleuse. C'est aberrant. Il est vrai, par contre, qu'à cause des choix gouvernementaux de l'époque, ou du moins des choix des gouvernements qui ont été faits depuis, et j'insiste sur l'idée de choix gouvernementaux, je vais y revenir dans un instant, à cause des choix gouvernementaux, il y avait pour ces gens-là qui rentraient parfois difficilement sur le marché du travail, mais il y avait une idée de progression sociale. D'abord, il y avait encore un petit peu de méritocratie qui subsistait, ce qui n'est plus le cas, et il y avait cette possibilité de progression sociale par le travail et par l'effort. Qu'actuellement, effectivement, la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail voit
se voit confiné d'abord dans une série de bullshit jobs qui ne veulent absolument rien dire d'autre que on veut que vous puissiez consommer et point final pour maintenir le système en marche. Et en dehors de ça, c'est des gens qui ne pourront pas, a priori, avoir la progression, ne serait-ce que sur le point essentiel qui est le point du logement. L'accès au logement et l'accès à la propriété du logement est quelque chose de beaucoup plus difficile pour cette nouvelle génération qui doit en plus envisager derrière sa retraite qui sera peut-être plus longue, qui sera peut-être moins payée, qui sera dans des conditions difficiles. Donc finalement, que restera-t-il à transmettre à la génération qui suit, qui les suivra? Absolument rien, si ce n'est peut-être que des dettes. Et on comprend bien l'angoisse de cette jeunesse. Par contre, lorsque François Bayrou nous dit c'est les boomers, et les boomers ont tout cramé, de ce côté-là, et qu'hier, il a eu des formules assez curieuses quand même. Quand on lui a dit, et je reviens là-dessus sur la responsabilité, quand on lui a dit c'est la responsabilité des gouvernements, et des gouvernements, vous y avez participé parfois. Il a répondu pas du tout, ceux qui dépensent l'argent, ce ne sont pas les gouvernements, a-t-il déclaré, hein, je le cite, ce ne sont pas les gouvernements qui dépensent l'argent, ce sont les Français qui dépensent l'argent avec leur retraite, qui dépensent l'argent avec la sécurité sociale. Alors, on rappellera à François Bayrou que d'abord, petit 1, on cotise pour ses retraites et la sécurité sociale. On est même forcé de le faire. Mm. Je veux dire, c'est pas nous qui choisissons généralement nos modes de cotisation en la matière, ou du moins, on peut les augmenter, mais pas les diminuer. Et quant à l'état des retraites et surtout quant à l'état des aides que nous apporte la sécurité sociale, il ne cesse de parler de les rogner, de les diminuer, du moins pour les Français qui ont cotisé, car pour d'autres, c'est plutôt open bar. Donc, de ce côté-là, voilà, l'argument berruiste ne m'a pas totalement convaincu, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous parliez de ces choix gouvernementaux, vous nous dites que vous allez revenir dessus. Peut-être effectivement clarifier la responsabilité de l'État depuis les années 70 dans la situation économique qu'on connaît aujourd'hui et qui donc, que l'on doit avant tout à nos politiques. Oui, que l'on doit avant tout à la politique, que l'on doit avant tout à des politiques, car Bayrou a raison lorsqu'il dit que depuis 50 ans, on n'a pas eu un budget en équilibre. De ce côté-là, oui, il faut remonter à Raymond Barre, je crois, pour trouver des budgets en équilibre. Et Raymond Barre, c'est pas hier. Nombre de vos éditeurs ne savent même pas, et peut-être à juste titre d'ailleurs, qui est Raymond Barre, ou qui était Raymond Barre. Donc oui, il y a toujours eu des déséquilibres. Les gouvernements ont laissé filer la dette, ont laissé filer des équilibres. L'argument de nous dire oui, mais nous avons fait face à des crises majeures, Nicolas Sarkozy a laissé filer la dette parce qu'il y avait des crises financières, Emmanuel Macron laisse filer la dette parce qu'il y a la crise Covid, et à chaque fois, c'est le quoi qu'il en coûte, nous voulons tenir à bout de bras la France. Euh, Curieusement, d'autres pays ont été confrontés aux mêmes crises et n'ont pas fait des choix qui ont conduit à de tels déficits budgétaires. Par ailleurs, c'est vrai qu'il faut peut-être poser aussi avant de poser la question des recettes et avant de poser la question de la diminution des dépenses qui sont des aides, je pense à la sécurité sociale par exemple ou aux retraites, des dépenses de ce type-là, qui encore une fois sont des éléments qui ont été payés par les gens qui doivent en bénéficier. Je veux dire, on les a forcés à payer un système de soutien pour dire ensuite, vous allez rire, vous avez payé pour rien, le système de soutien ne fonctionne plus. Ce qui est, je crois, de l'escroquerie, ni plus ni moins. Il faudrait aussi se poser la question de savoir où va l'argent. Parce que dans la France, nous sommes, les entreprises comme les individus, très largement et très lourdement taxés par rapport à d'autres pays comparables économiquement. Et nos services publics sont en pleine déshérence. La sécurité dans la rue ne relève presque du vœu pieux dans certains secteurs. Euh, voilà, on a un problème de fond. Où est parti l'argent? C'est quand même ce qu'il faudrait savoir avant tout. L'image est celle d'un tonneau percé. François Bayrou a employé hier l'idée d'un navire qui avait un trou dans la coque et qui enfournait, qui prenait de l'eau, si vous voulez, dans la coque à chaque vague. Ce qui est effectivement le cas. Il dit qu'il faut réparer la coque, mais je ne garantis pas que dans les projets qu'il présentait, il y avait vraiment une analyse claire des trous qui sont dans la coque. Mm. Tous les regards sont aujourd'hui tournés vers le Rassemblement national, puisque en cas de démission de François Bayrou, il pourrait y avoir dans la foulée
une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est en tout cas d'ailleurs ce qu'appellent de leur vœu les élus du Rassemblement national. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le parti est prêt à assumer le chaos qui suivra une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale? Et si je parle de chaos, en tout cas de chaos politique, c'est qu'on en a déjà eu un exemple il y a quelques mois et on l'a tous en tête. Écoutez, d'abord, il faudrait qu'il y ait des solutions. Premier élément, et le président de la République, dans son immense sagesse, nous dit non, non, il n'y aura pas de nouvelle dissolution. Alors effectivement, les promesses d'Emmanuel Macron n'engagent que ceux qui les écoutent, mais voilà, a priori, pas de dissolution. Supposons qu'il y ait une dissolution maintenant. Nous restons bien sûr avec le même mode de scrutin. Une des possibilités qu'il ne faut pas négliger serait de voir reconduits sensiblement les mêmes groupes que ceux que l'on a actuellement, donc le RN d'un côté, le bloc élargi, le bloc central élargi avec DR rejoignant la majorité présidentielle, et puis à côté donc un bloc de gauche. Le bloc accroché à LFI avec, on le sait, des tensions au sein du PS sur cet accrochage à LFI qui peut ou pas conduire à un décrochage d'une partie du PS et qui se raccrocherait à ce moment-là au bloc central. Est-ce que cela apporterait une stabilité plus grande que maintenant? Ce n'est pas évident. Quant à la place du Rassemblement national, vous me demandiez est-ce qu'il est prêt à gouverner? Je n'en sais rien très, très sincèrement. Je dirais pas plus, pas moins que nombre d'autres partis politiques. Est-ce qu'il y aurait un chaos dans le cas où... Par contre, est-ce que politiquement il est utile de venir au gouvernement, comme le veut par exemple Olivier Faure, qui dit j'aimerais être Premier ministre. Est-ce qu'il est utile de venir au gouvernement alors qu'Emmanuel Macron reste à l'Élysée pendant 2 années particulièrement difficiles? Ça, c'est un autre choix politique que, voilà, c'est un élément particulier à prendre en compte. Faut-il au contraire rester en dehors du jeu pour mieux préparer la présidentielle? La question reste posée. Mmh. Certains analystes, effectivement, et y compris, à notre antenne, je pense à Guillaume Bernard, par exemple, nous expliquaient que, stratégiquement, il se peut que François Bayrou cherche aussi justement à quitter la partie au moment où la situation va, exploser, aux yeux des Français, même si, on en a, pour la plupart déjà conscience. Et donc de se débarrasser de cette responsabilité et justement de la mettre dans les mains de ses opposants politiques pour les discréditer, dans les années à venir. Alors, pour la discréditer dans les années à venir, peut-être, effectivement, de toute façon, la bombe est amorcée, elle va sauter, la bombe financière, il y aura bien évidemment un problème. Les mesures à prendre ne seront pas des mesures agréables et la question est de savoir effectivement comment prendre ces mesures, dans quel axe agir. On le voit avec un PS qui a présenté son contre-projet budgétaire qui est axé sur de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, et notamment des impôts dirigés contre ce qu'ils appellent les riches de manière très, très globale. Voilà, la taxe Zuxman et autres éléments. Euh, Est-ce que, supposons que effectivement l'une ou l'autre des oppositions, hein, de droite ou de gauche, prennent temporairement le pouvoir, est-ce que ça va aboutir à trouver des consensus pendant les 2 ans qui viennent? Je n'y crois pas. Et est-ce que cela va aboutir à réhabiliter, vous voyez, pour la présidentielle ultérieure, les tenants de la majorité présidentielle qui, en quelque sorte, auraient été les lanceurs d'alerte, auraient été désavoués ensuite par les députés et maintenant apparaîtraient comme les sauveurs? Très sincèrement, j'en doute. Mmh. Est-ce que vous pensez que toute cette, crise va réellement intéresser les Français? Ou est-ce qu'au fond, la situation est déjà tellement dramatique et la fracture si forte entre les Français de cette France périphérique que vous avez mentionnée et justement nos élites politiques, que finalement tout ce qu'on verra c'est, le creuset qui va s'accentuer et donc une France, toujours plus fracturée, quelle que soit l'issue, de ces changements politiques? Je crois que la France est très, très fracturée actuellement, que François Bayrou, avec la remarque que vous évoquiez sur les boomers,
a accentué une autre fracture qui est la fracture générationnelle, qui existe, mais enfin qui n'existait pas de manière aussi conflictuelle. Je crois, je vous l'ai dit, que les Français actuellement ont un désaveu général de la classe politique, quelle qu'elle soit, très sincèrement. Ils votent pour ceux qui votent. Ils vont continuer à voter dans leurs axes. Il y a pas on voit très bien qu'il n'y a pas d'évolution ou peu d'évolution sur les grands axes de vote en la matière. On ne voit pas apparaître. Ils aimeraient voir apparaître peut-être pour certains le Sauveur. Vous savez que c'est un mythe classique que Girardet décrivait comme un des grands mythes politiques français, le mythe du Sauveur. Là, ils ne le voient pas. Ils sont très inquiets. Ils sont inquiets sur le racket que se propose de faire l'État sur leur épargne, hein, avec l'argument on vous a protégé et donc maintenant parce qu'on vous a protégé, pendant ce temps-là vous avez économisé et on vient vous prendre ce que vous avez économisé. Ils essayent de thésauriser parce qu'ils ont peur de l'avenir, les Français actuellement, quelles que soient les catégories, je dirais sociales, à part peut-être certaines qui peuvent envisager un exil sous les cieux plus confortable, mais pour le reste, il y a vraiment une peur de cela, une peur de l'avenir, ce qui d'ailleurs nuit à la consommation, parce qu'ils ne consomment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Là, on a vraiment un problème majeur et je crois que ça ne sera pas résolu par le départ ou par le maintien de François Bayrou. Christophe Boutin, on va rester avec vous encore quelques instants, mais avant cela, on retrouve Thierry Mariani qui nous présentera un rapide édito de quelques minutes et puis qui restera avec nous ensuite en plateau pour pouvoir conclure cette discussion autour de François Bayrou et de son jeu politique du moment. Donc Christophe Boutin, à tout de suite. Nous sommes donc en studio avec Christophe Boutin et Thierry Mariani. Thierry Mariani, merci de nous avoir fait un point sur cette politique européenne. Vous avez parlé d'ailleurs de la position de François Bayrou vis-à-vis de cette Union européenne qu'il porte au nu et donc à laquelle il se raccroche. Christophe Boutin, est-ce que justement, puisque nous parlions de François Bayrou avec vous, est-ce que ce n'est pas le genre de chose qui peut plomber François Bayrou, cette attache à l'Union européenne qui fait souffrir de plus en plus de Français? Alors, réponse à la tâche européenne, François Bayrou peut difficilement s'en défaire car sa formation politique est une formation qui, par définition, est favorable à l'Union européenne et donc François Bayrou a toujours été très favorable à la construction européenne. Je suis assez content d'entendre Thierry Mariani évoquer l'escroquerie d'hier. Effectivement, les bras m'ont tombé lorsque François Bayrou nous annonçait qu'on touchait plus d'argent de l'Union européenne qu'on ne lui versait, ce qui est une erreur. Enfin, tout le monde sait très bien qu'à chaque fois, on perd tous les ans un nombre respectable de milliards d'euros au profit de l'Union européenne. On est un contributeur et non pas un bénéficiaire de l'Union européenne. L'Union européenne qui, pourtant, quand elle éprouve le besoin et la bonté, quand elle nous fait la bonté de nous redonner un peu de notre argent, demande à ce qu'on mette partout le logo. Vous avez sans doute vu ce logo sur les routes ou ailleurs. Ces travaux ont été réalisés grâce à l'Union européenne. Non, ces travaux ont été réalisés grâce à l'argent des Français, à la petite part de l'argent des Français que l'Union européenne a bien voulu leur rendre. C'est ça la réalité, il faut quand même pas délirer en la matière. Est-ce que les Français actuellement croient dans l'Union européenne et donc est-ce que ça plombe François Bayrou, pour reprendre notre question, d'être aussi européiste? Je crois que les Français globalement sont très méfiants par rapport à cela, commencent à avoir une vision claire des échecs, et c'est vrai que les échecs sont quand même répétés, je veux dire échecs géopolitiques, échecs financiers, l'Union européenne n'arrive à maîtriser absolument rien. Quand elle n'empêche pas les États d'avoir une maîtrise suffisante sur certains points, ce qui est un véritable problème. Et d'ailleurs, pour d'éventuels changements au pouvoir, la question se posera assez rapidement de savoir quelle sera l'ampleur de la confrontation avec, d'une part, les institutions de l'Union européenne et, d'autre part, les juges européens. Thierry Mariani, en réaction à ce que nous explique Christophe Boutin. Non, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Vous savez, l'Union européenne, il faut bien qu'elle ne fabrique pas l'argent.
Et donc, quand je fais des conférences, effectivement, elle le prend. Je dis toujours, l'Union européenne, il ne faut jamais oublier que sur 27 États, en gros, selon les années, il y en a 9 ou 10 qui payent et 17 ou 18 qui touchent. Voilà. Et ne vous leurrez pas, quand vous entendez certains pays, l'Albanie, enfin je ne vais pas vous faire la liste de tous ces pays qui rêvent de rentrer dans l'Union européenne, on vous dit, ils rêvent de partager nos valeurs. Mais non, il faut arrêter les bêtises. Ils rêvent tout simplement de toucher des subventions. Voilà. Et alors, l'Union européenne, est-ce que je suis européen, par exemple ? Oui, moi je suis européen, mais je ne suis pas pour l'Union européenne. Il y a des choses positives. À chaque fois, on vous dit « Ah, mais sans l'Union européenne, il n'y aurait pas Erasmus. Sans l'Union européenne, il n'y aurait pas, maintenant, j'ai entendu, les chargeurs uniques pour les téléphones. » Bon, c'est sympa, mais on pouvait aussi le faire sans l'Union européenne. Je rappelle quand même que... je pense qu'aujourd'hui, les Français souffrent plus de la situation économique que de l'époque où les chargeurs n'étaient pas uniques. Vous avez raison, mais vous savez, on essaye toujours de trouver des choses pour mettre des grands succès de l'Union européenne. Airbus, c'est un grand succès de l'Union européenne. Faux, c'est une collaboration entre États. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne... Personne, c'est la fameuse phrase, je ne la connais pas par cœur, mais la fameuse phrase de Philippe Séguin dans son discours au début au moment de Maastricht, qui dit dans les secrets des cabinets, dans l'opacité des administrations, l'Union européenne avance. C'est exactement ça. On le voit en ce moment d'ailleurs dans le domaine de la défense, où le rêve de l'Union européenne, c'est de se doter d'une armée commune. Et donc... oui, je pense que l'Union européenne est en ce moment, l'Union européenne de von der Leyen est en ce moment en échec sur tous les plans. Tous les plans. On est une zone au monde qui a l'une des plus faibles croissances. L'Allemagne a été quasiment en récession ces dernières années parce que le prix de l'énergie explose et désormais on est pieds et poings liés aux Américains qui nous vendent leur énergie bien plus chère. Et puis quand on nous parle de réussite géopolitique, on joue parce que M. Macron ou d'autres passent leur temps à faire des déclarations, à une sorte de mise en scène pour montrer qu'on est très présent sur la scène internationale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez ensemble, ce qui est une première, le président chinois, le premier ministre indien, qui sont des États qui se sont combattus, et le premier ministre russe, le président russe, pardon, enfin bon, les trois dirigeants de ces États ensemble avec une vingtaine d'autres États, et que l'Union européenne n'est pas le nombril du monde, même si on continue à faire croire aux Européens que sans l'Union européenne, on ne pourrait pas aller. Voilà, après, est-ce qu'on peut la réformer, est-ce qu'on peut en sortir? C'est un autre débat. Moi, je pense qu'il faut absolument la réformer, mais pour cela, il faut qu'il y ait une majorité dans la plupart des pays, et on en est encore loin. On reviendra d'ailleurs sur ce sujet un autre jour. Thierry Mariani, on voulait aussi vous entendre donc sur François Bayrou et donc pour le coup sur la politique nationale. Nous en discutions avec Christophe Boutin qui nous expliquait que derrière cette apparente volonté de se suicider politiquement, en réalité, François Bayrou joue plutôt finement puisque ce qu'il propose aux Français aujourd'hui, c'est, ou en tout cas aux élus, c'est de choisir entre donc François Bayrou et son apparente honnêteté quant à la situation économique du pays et le chaos qui pourrait suivre si jamais il est destitué et que derrière on assiste d'ailleurs à une dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, il a raison, la tactique, moi ou le chaos, c'est vieux comme le monde en politique. Moi je suis persuadé que Bayrou c'est très bien ce qu'il fait. On a vu hier la conférence de presse avec les télés nationales convoquées. En réalité, il met en scène son martyre. Voilà. Il veut partir en expliquant que c'est devenu une sorte de lanceur d'alerte qui dit « attention, la dette, la dette, la dette ». Je fais quand même remarquer que pendant toutes les années où il a été ministre, pendant la période où il était commissaire au plan, on ne l'a pas tellement entendu sur la dette. Et puis, j'aurais la cruauté de rappeler quand même que ces dernières années, M. Bayrou a fait tous les mauvais choix. Il a soutenu Hollande contre Nicolas Sarkozy. Il a soutenu 2 fois Macron contre François Fillon. Voilà, et donc il est responsable comme beaucoup de cette situation. Donc dans une semaine, il sait qu'il sera mis en minorité. En réalité, il s'adresse surtout à l'opinion publique. Il sait très bien que les partis politiques et les députés ne vont pas changer d'opinion. Est-ce que le suffrage universel, c'est le chaos ? Moi, je crois que le chaos, c'est surtout quand on n'a plus de majorité. Est-ce que d'une dissolution, il sortirait une nouvelle majorité ? J'en sais rien. Pour être honnête, j'en doute. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de nouvelle dissolution. Parce que M. Bayrou est infusible.
Le jour où on s'apercevra que s'il y a une nouvelle dissolution, il n'y a à nouveau pas de majorité claire, eh bien tout le monde réalisera, j'allais dire, la vérité. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas Barnier, ce n'est pas Bayrou. Le problème, c'est Macron. Ouais. Et si on veut que ce pays retrouve un nouvel élan, il faut qu'il parte. Alors, le Rassemblement national ne va pas pousser à son départ. S'il avait un peu de dignité, un peu de sens de l'intérêt de l'État, ce serait à Macron de partir. Ça, évidemment, on peut toujours le souhaiter, mais bon, l'espérer, à mon avis, c'est un peu vain. Christophe Boutin, aujourd'hui, sur les différentes prises de position de la part de nos hommes politiques, est-ce qu'au-delà de la stratégie politique, justement, on n'est pas en plein dans cette ère de communication où chacun travaille plutôt sa posture pour montrer qui tapera le plus du poing sur la table, qui a le plus la volonté de renverser les choses, plutôt que d'analyser finement quels seraient les choix les plus pertinents? Réponse, les deux. Je crois quand même qu'il y a des politiques qui font de vraies analyses et qui essayent de trouver des choix pertinents. Je crois aussi que dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire où manifestement un nombre respectable de politiques sont en train de penser en se rasant ou pas en se rasant énormément à la présidentielle qui va venir, ils éprouvent le besoin effectivement de se mettre en situation, l'un dévoilant sa fibre sociale pour expliquer qu'il est certes de droite, mais il est de la droite sociale, l'autre dévoilant au contraire un aspect autoritaire, le troisième essayant d'expliquer que les pauvres ont toujours été sa préoccupation, le quatrième disant que la créolisation est une chance phénoménale. Bref, on a tout un jeu de postures actuellement pour se différencier dans la course à l'échalote de la présidentielle. Les choses vont sans doute bientôt se clarifier un petit peu, ou pourraient se clarifier un petit peu. C'est tout à fait normal. Je veux dire, le système politique français est ainsi fait. C'est vrai que la Constitution de la Ve République fait de l'élection présidentielle l'élection phare de la vie politique, qui traîne derrière elle normalement, même si effectivement on peut évoquer le cas des législatives déjà ratées par Macron après la présidentielle, sa seconde présidentielle, je veux dire. Mais normalement, l'élection présidentielle tire derrière elle les élections législatives, et c'est effectivement le moment clé de notre vie politique. Il n'est donc pas illogique d'y penser en fonction du système, mais avec les défauts que l'on voit, c'est-à-dire ces postures. Maintenant, ça fait aussi partie de la vie politique que de chercher une image et de la chercher par des postures. Thierry Mariani, même question sur cette importance de la posture politique dans ce genre de crise, peut-être une importance un peu exagérée par rapport à la stratégie. Non, je rejoins ce qui vient d'être dit, parce qu'on est quand même on est à moins de 2 ans des présidentielles. Et d'autre part, on est surtout dans une situation où le président sortant ne peut pas se représenter et en plus est totalement décrédibilisé. Donc les prétendants sont nombreux. Voilà, moi je répète, je pense que M. Bayrou se met en scène pour expliquer qu'il avait bien vu, qu'il avait bien dit, etc. Et je pense qu'il croit toujours à un destin national. Pourquoi pas, ça fait... Mais le problème plus général, c'est que désormais la communication a pris le pas sur le fond. Voilà. On n'est plus en septennat, on est en quinquennat, c'est-à-dire qu'en réalité, le président, quel qu'il soit, a au maximum 3 ans pour faire des réformes. Et puis les 2 dernières années, on commence à regarder vers l'échéance suivante. Et malheureusement... regardez, même sur la diplomatie, on fait plus de communication que de diplomatie. Et de la mauvaise communication. Oui, de la mauvaise communication, mais on doit faire de la communication permanente. Je n'ai pas compté le nombre, par exemple, de conférences qu'organise M. Macron depuis 3 mois sur la situation en Europe de l'Est. Chaque pour pouvoir conférence, être pris en photo avec les dirigeants. Avec les uns ou les autres. Chaque conférence, on a l'impression qu'on a fait un pas décisif qui est immédiatement oublié la veille. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut avoir au XXIe siècle, je pense, une communication
indispensable, tout en gardant quand même une ligne sur, non pas des postures, mais une ligne directrice sur son action politique, quitte à être par moments impopulaire. La même question que je posais à Christophe Boutin tout à l'heure, Thierry Mariani, sur la fracture que cette crise politique risque d'accentuer avec les Français qui regardent tout cela depuis leur province, loin de Paris, et qui du coup doivent être assez déçus de voir le jeu se répéter. Écoutez, je ne sais pas ils sont déçus ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils sont très déçus par la situation actuelle. En 10 secondes, pardon. Voilà, j'ai vu que la cote du président et du Premier ministre avait remonté d'1 ou 2 points. Bref, tous les deux sont entre 20 et 25%, c'est-à-dire moins d'un Français sur 4. Quand on en est là, la seule solution, c'est de retourner aux urnes. Ouais. Voilà. Que ça nous plaise ou non, on est dans une démocratie, c'est au peuple de trancher. Ils décideront. Les Français sont intelligents. Je pense qu'on verra si dissolution il y avait. Je répète, je n'y crois pas, s'il donne une majorité. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer 2 ans dans cette situation. C'est certain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thierry Mariani, pour compléter donc cette discussion que nous avions avec Christophe Boutin sur À quoi joue Bayrou. Merci Christophe Boutin d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on espère vous retrouver bientôt, puisque des analyses politiques, il risque d'y avoir à en faire. Cette phrase n'est pas du tout française, mais bon, il est tôt encore. Mais bref, nous aurons encore beaucoup d'analyses politiques à tirer de cette situation, donc on espère pouvoir compter sur vous dans les jours qui viennent. Merci Christophe Boutin, merci Thierry Mariani. Merci.